André Leroi-Gourhan, que je citais à l'instant, qui est un anthropologue fondamental, il a parlé de toutes ces questions il y a déjà 50 ans, André Leroi-Gourhan. Il faut lire ses livres, le geste et la parole, c'est fondamental. Il pose déjà les problèmes de ce que certains appellent le transhumanisme. Il appelle ça l'homme presse-bouton. Il dit, on pourrait imaginer que l'homme perde ses membres, qu'il n'ait plus que des doigts pour appuyer sur des claviers, etc. Il dit, bon, ben ça c'est l'évolution. Dans l'évolution, les organismes se transforment à travers... Et ça pourrait s'accélérer, dit-il. Mais ce qu'il dit d'abord, c'est qu'il y a 3-4 millions d'années, une rupture s'est faite dans le vivant. Le vivant, jusqu'à peu près, disons, au grand singe, au pré-hominidé, c'est un être qui évolue exclusivement par sélection naturelle et, disons, lutte pour la vie au sens darwinien. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y aurait des choses à dire d'ailleurs là-dessus parce que les choses ont évolué récemment sur les questions Darwin, Lamarck, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail, peu importe. Grosso modo, disons que Darwin décrit à peu près ce qui se passe à mon avis. Mais à partir de l'hominisation, du début de l'hominisation, c'est-à-dire à partir du moment où un être vivant qui devient bipède n'est pas viable sans outils qui viennent le compléter, parce qu'il est tout simplement face à des prédateurs, il n'est absolument pas capable de se défendre, et pas seulement ça, parce qu'il a besoin, il est un peu débile. L'homme est un être un peu débile. Il ne court pas vite, il est surdimensionné au niveau de son cerveau aujourd'hui, mais au niveau de ses compétences locomotrices, de sa force, tout ça, il est archi lent. Il ne court pas vite. Un être humain qui est vraiment un champion, je ne sais pas, il atteint peut-être 40 km/h, quelque chose comme ça. Une gazelle court à 80 km/h, un guépard à 100 km/h. Eh bien, un homme qui se dote d'une flèche, d'un arc, il va à 300 km/h. Donc il peut attraper un guépard, il peut attraper une gazelle, il peut attraper tout ce qu'il veut. Il devient le premier prédateur. Ça commence il y a 4 millions d'années, 3 millions d'années. C'est pas totalement clair. Et ça n'arrête pas de s'augmenter, pour prendre le vocabulaire des transhumanistes. Ce processus d'augmentation, donc il commence d'abord par, c'est ce que dit Leroi-Gourhan, augmenter les os, les os, c'est-à-dire, ou les ongles, disons les parties dures du corps, avec le silex taillé. Puis ensuite, l'arc, c'est l'augmentation des muscles, parce que qu'est-ce qui vous passe avec un arc, quand vous bandez un arc, vous accumulez votre force musculaire dans l'arc. Et quand vous le relâchez, vous allez surmultiplier votre force. Et puis ensuite, vous pouvez transmettre, à partir du néolithique par exemple, du paléolithique supérieur, des contenus mentaux. C'est-à-dire que vous extériorisez ce que vous peignez des choses. Et donc les gens, nous par exemple, nous pouvons voir ce que voyaient les gens d'il y a 40 000 ans. C'est extraordinaire. Puis ensuite apparaissent les formes idéographiques, puis l'écriture. Et alors là, vous pouvez lire Platon ou Thalès, et vous pouvez rentrer dans la pensée de Thalès. Vous ne rentrez pas dans son cerveau, parce que sa pensée, ce n'est pas son cerveau. La pensée de Thalès, c'est ce que Thalès a partagé avec d'autres géomètres, c'est social la pensée. Ça ne se passe pas dans le cerveau, la pensée. Le cerveau est un organe indispensable pour penser, mais la pensée n'est pas dans le cerveau. La pensée est entre le cerveau et l'écriture, et à travers l'écriture, d'autres cerveaux qui disent la même chose. C'est ce qui ne se passe pas avec le cerveau d'un chimpanzé ou d'un grand singe. J'ai moi-même eu un singe, je connais très très bien les singes, j'adore ces animaux d'ailleurs, mais leur limite est là. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas extérioriser quelque chose. Ils essayent. On sent qu'il ne leur manque pas grand-chose pour le faire. Mais ils ne peuvent pas le faire. Il y a des gens, j'en connais, Alain Prochian par exemple, avec qui j'ai autrefois un peu échangé, avait un programme scientifique qui était de modifier le cerveau d'un chimpanzé pour lui permettre de s'augmenter d'abord avec la parole, parce que la parole est le premier instrument en quelque sorte. Enfin, quand je dis le premier, c'est pas le premier d'ailleurs, mais je veux dire celui que le plus spontanément nous pratiquons. Au tournant du XXe siècle, disons, quelque chose de nouveau se produit. C'est un aménagement de l'intérieur du corps. Et qui commence par le pacemaker, par les greffes d'organes, voilà. On commence à modifier l'aménagement du corps. C'est évidemment un très très grand changement. C'est évidemment un très grand changement. Mais c'est la poursuite en même temps du processus. C'est sa complexification. Ça se passe aussi évidemment par les organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire par les biotechnologies. Ça modifie donc l'agriculture, ça modifie tout en fait. Ça
modifie l'alimentation, évidemment, la médecine, évidemment, en particulier avec ce qu'on appelle les nanotechnologies, puisqu'on fait aujourd'hui des nanomédicaments, qui sont en plus des espèces de petits robots. Voilà. Philips, par exemple, travaille beaucoup là-dessus. Google veut articuler ça avec ses capacités d'anticipation et de contrôle des populations avec les big data. Google est capable de contrôler aujourd'hui 2,5 milliards de personnes sur la planète. C'est absolument colossal. Mais tout le problème est là. Parce que si on revient à ce que je disais au début, un objet technique, un instrument, est toujours un poison et un remède.